Gros retournement à venir sur les marchés. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette toute nouvelle matinale trading. J'espère que vous allez bien. Beaucoup de choses à voir aujourd'hui et notamment un gros point d'un point de vue macroéconomique. On a énormément de résultats, de data qui ont été publiés et qui nous sommes parvenus ces dernières 24 heures. On va essayer d'interpréter un petit peu tout ça et de comprendre pourquoi effectivement cela pourrait engendrer un fameux retournement sur les cross assets. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter, mais surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez le lien dans la description. On va donc commencer tout de suite avec un gros point macro, je vous le disais à l'instant, et à commencer par les résultats que nous avons eus hier, avant de passer sur ceux d'aujourd'hui et de la fin de semaine. Le résultat un petit peu étonnant d'hier, ça a été la publication de la croissance aux États-Unis. Donc on s'attendait à un chiffre à 4,9%, c'est ce que nous annonçaient les estimations, avec un précédent à 2,1%, et on a donc un PIB qui est monté à 5,2%. C'est quelque chose auquel on pouvait s'attendre dans le sens où on avait déjà vu les résultats prématurés des précédentes semaines qui pouvaient nous annoncer effectivement une hausse de la croissance, mais pas forcément une hausse aussi importante. C'est un petit peu la surprise, c'est que cette hausse est vraiment, enfin pas exponentielle, mais extrêmement violente. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en fin de journée hier, on a ensuite eu le livre beige de la Fed, donc le beige book de la Fed, qui est assez intéressant puisque c'est un rapport qui nous donne beaucoup d'informations sur l'activité économique américaine. Et justement, ce qui en ressort, c'est qu'on a une activité économique globalement qui a ralenti. Je lis mes petites notes. Vous m'en pardonnerez. Globalement, elle a ralenti cette activité économique avec 4 régions principales qui signalent une croissance modeste, 2 régions qui signalent des conditions économiques stables ou en légère baisse, et 6 régions qui signalent une légère baisse de l'activité économique. Donc, ces résultats de la croissance qui sont extrêmement bons sont en fait un petit peu surboostés, surgonflés par certains secteurs. On l'avait vu il y a quelques semaines avec notamment la consommation du secteur privé qui pousse justement cette croissance vers le haut. Mais attention, cela pourrait s'estomper plus rapidement que prévu et on verra d'ailleurs les résultats à partir de 2024. Alors, surtout qu'en plus de ça, il y a un résultat important qu'il faut prendre en compte, et d'ailleurs je viens de me rendre compte que je ne vous l'avais pas mis là dans mes onglets. Je vais vous l'afficher à l'instant parce qu'on a un institut de recherche très pertinent qui nous a publié des résultats hier soir, qui nous a publié des résultats qui sont un petit peu plus inquiétants. En effet, cet institut de recherche, c'est le BCA Research, donc recherche indépendante en investissement, qui nous montre que selon eux, le S&P 500 pourrait et devrait chuter assez violemment en 2024 avec un retour potentiellement en direction des 3500 points. Alors pourquoi eux, ils voient ça? Eh bien parce qu'ils considèrent qu'effectivement, en 2024, on devrait avoir une activité économique qui tournerait au ralenti et voire potentiellement même cette fameuse récession qui a été totalement écartée pour le moment mais qui pourrait repointer le bout de son nez dans les prochains mois. Donc on a beaucoup d'informations contradictoires qui nous viennent des États-Unis, avec toujours cet excès de confiance, cet excès de sérénité d'ailleurs qu'on peut observer via le VIX. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est la différence de sentiment de marché entre les gros investisseurs, les institutionnels et les retail. Donc en gros, la différence de comportement entre la smart money et la dump money. Eh bien, on se rend compte qu'actuellement, sur la dump money, donc en gros, on va dire nous, l'optimisme est à son paroxysme. On atteint des niveaux de confiance extrêmement hauts, alors que sur la smart money, donc du côté plutôt des institutionnels, on commence à avoir une inversion de tendance et avec du coup une smart money qui commence à envisager quelque chose de plutôt baissier dans les prochains mois. Et il faut savoir que historiquement, eh bien cet écart entre le sentiment de la smart money et la dump money annonce généralement des retournements de marché assez importants. Alors, autre data importante à prendre en compte dans cette situation, c'est la santé, j'ai envie de vous dire, du système bancaire américain. Vous savez qu'au mois de mars dernier, on a eu quand même une petite alerte, pas si petite que ça, mais on a eu une alerte du côté notamment des banques régionales, d'accord, avec la SVB qui a fait faillite. On a eu un petit peu une sorte de mini cataclysme sur le système bancaire américain
qui a très très vite été oublié. On est très très rapidement passé à autre chose, c'est bon, tout va bien, voilà, pas de soucis. Alors Jérôme Powell a rappelé dans différents FOMC que voilà, ils étaient toujours là pour aider les banques commerciales, qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, etc. Ok, mais en fait on se rend compte que la situation ne s'améliore pas du tout. La situation ne s'améliore pas du tout pour les banques. Vous voyez ici les PNL non réalisés, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Les pertes sont énormissimes. Alors, je ne sais pas comment ça va finir, mais c'est pour vous dire que il y a des choses dont on ne parle pas, qui sont toujours là, qui sont toujours autant dégradées et qui pourraient en fait entraîner une bascule assez rapide. Alors attention, quand je vous dis ça, je ne suis pas pessimiste à 100% et de vous dire ça va être la catastrophe, etc. Non, je vous alerte juste sur la situation réelle et dont on ne parle pas forcément quotidiennement, c'est vrai. Il est vrai. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire du côté américain. Du côté européen, on a eu aussi des petites datas assez intéressantes. Hier, notamment du côté allemand, avec les chiffres de l'inflation qui ont continué de baisser à 3,2%, donc une baisse assez forte sur les derniers mois, puisque je vous rappelle que cet été, on était plutôt aux alentours des 8%. Ce matin, on a eu les chiffres de l'inflation en France, ça y est, qui passent donc sous les 4%. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais attention, du côté de la croissance, on a vu qu'en France, c'était pas terrible. Donc là aussi, c'est ce que je vous disais depuis un moment. Oui, l'inflation baisse en Europe, mais le problème, c'est qu'on a les deux pieds dans la récession. Et ça va être très très compliqué de sortir de ça. D'ailleurs, on verra tout à l'heure, mais on va avoir dans la matinée les chiffres justement de l'inflation sur l'ensemble de l'Union européenne. Et d'ailleurs, vous voyez qu'on vient d'avoir les résultats du chômage, du coup, en Allemagne. Chômage qui repart légèrement à la hausse, le taux de chômage qui repart légèrement à la hausse à 5,9%, alors qu'on s'attendait à une stabilisation à 5,8%. Ok, donc voilà pour la France, voilà pour l'Allemagne. Des datas aussi intéressantes du côté chinois ce matin, puisque nous avons eu les résultats des PMI, avec du coup une Chine toujours empêtrée dans une reprise économique très difficile et qui flirte avec des niveaux de contraction économique. Alors pourquoi je vous parle de tout ça et pourquoi je vous fais ce gros point macro? Eh bien je vous fais ce gros point macro parce que pour moi toutes ces datas-là, elles peuvent engendrer des retournements assez importants sur les marchés. Ok, pour moi, on est quasiment sur un top local sur la plupart des cross assets. Alors attention, je ne vous dis pas qu'il faut vendre maintenant, là, tout de suite. Non, c'est pas ce que je vous dis. C'est que je pense qu'il faut commencer à réfléchir, à raisonner à la vente sur un certain nombre d'actifs. D'accord? Peut-être que je me trompe. Peut-être que les marchés vont continuer leur optimisme permanent et qu'on va continuer encore de monter. Et d'ailleurs, de toute façon, il faut être prudent parce que malgré tout ce que je viens de vous dire, on a quand même certains secteurs, et là je vais parler uniquement pour les États-Unis, certains secteurs, et notamment la tech, qui continuent de soutenir les indices boursiers américains, et je pense notamment les 7 magnifiques, donc à savoir les GAFAM, mais du coup une extension des GAFAM, qui continuent de soutenir les indices américains, tels que Nasdaq, Dow Jones ou encore S&P 500. On va tranquillement basculer maintenant sur un point un petit peu plus technique sur les marchés, à commencer donc par ce fameux S&P 500 qui pour moi a marqué cette semaine son retournement. Ça y est, on est venu récupérer ses highs, on est venu combler le gap du début du mois d'août. Le retournement va pouvoir se mettre en place avec des targets à moyen terme à 4400 points, puis potentiellement 4300 points. Ok ? Sur Dow Jones et Nasdaq, pas de position pour le moment, pas de retournement de structure pour le moment, rien qui indique un retournement, donc je reste en observation, je reste patient en attendant des confirmations plus importantes. Au vu des datas qu'on a eues hier et sur cette semaine, comme prévu, on a eu cette fameuse remontée du dollar. Alors remontée à court terme, petit retracement que je vous avais annoncé en direction des 103, 103.2. Maintenant, la question va être en fonction des datas qu'on aurait cet après-midi, à savoir les chiffres de l'inflation avec les PCI Core, à voir si ce fameux dollar va réintégrer la structure des 103.2 et donc potentiellement aller chercher 104.5, voire même plus haut, en fonction des résultats de l'inflation, ou est-ce que, comme on l'attend, plus probablement, on sera rejeté et on ira chercher ensuite le gros support technique daily des 102 points. Alors, pour le moment, les estimations, effectivement, envisagent toujours une baisse de l'inflation aux États-Unis avec un chiffre à 3,5% contre 3,7% précédemment, d'accord? Donc, logiquement, c'est une data qui devrait plutôt engendrer une tendance baissière sur le dollar. Mais attention, je vous réfère aux anticipations d'inflation qu'on a pu voir ces dernières semaines, qui étaient plutôt haussières et qui pourraient peut-être nous faire une petite surprise. Donc il faudra rester très prudent et attentif vis-à-vis de ça.
Cet après-midi, on aura aussi les inscriptions hebdomadaires au chômage. On aura aussi les promesses de vente de logements neufs aux États-Unis. Et puis on n'oubliera pas les chiffres de la croissance au Canada et un autre discours de Christine Lagarde. Mais ça n'aura pas d'impact sur le dollar. Donc, en tout cas, cette remontée du dollar, elle nous convient parfaitement, puisque du coup, elle nous a permis ce matin de prendre des profits sur l'euro USD et de remonter notre stop loss ABE. Je vous rappelle qu'on avait fait 2 très belles entrées sur euro USD, surtout la deuxième qui a été chirurgicale. De nouveau, on a été rejeté et on a réagi sur cette fameuse zone des 1 point sur laquelle on s'est positionné un bon nombre de fois durant l'année 2023. Vous voyez qu'une nouvelle fois, cette zone fonctionne. Encore une fois, là, c'est une simple résistance. Des fois, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 h. Là, c'est une simple résistance que j'ai tracée. Elle m'a quand même permis de gagner pas mal d'argent sur cette année. D'accord? Donc voilà, maintenant attention, pour moi, tant qu'on n'a pas atteint le support des 102 points sur le dollar, il ne faut pas crier victoire trop vite, ça c'est très important. Ok? Petit aparté du côté des indices européens, la reprise modérée en Chine qui pourrait tirer du coup le CAC vers le bas puisque les grosses pondérations du CAC notamment LVMH vont du coup probablement en subir les conséquences, donc on va surveiller ça. Et évidemment on est toujours vendeur aussi sur le DAX, donc on a fait notre petit DCA short là avec quasiment toutes les entrées qui ont été faites. Donc là on a un prix moyen qui est à peu près ici si vous voulez, à peu près à 16 140 points environ. Donc c'était ce qu'on attendait de toute façon, une réaction entre 16 100 et entre 16 200. Donc là pour le moment ça semble un petit peu ralentir. Je le trouve quand même très très fort, le DAX, je le trouve quand même très très costaud. Donc on va y aller doucement, on va y aller très prudemment. Je n'exclus pas potentiellement un décalage du stop loss au-dessus des plus hauts précédents pour effectuer une dernière entrée à 16 400 points en fonction du comportement du DAX. Par contre, voilà, on ne va pas rester obstiné. Si on voit que les datas s'améliorent en Allemagne et tout, on finira par clôturer la position. Mais je reste quand même plutôt dans une optique vendeuse sur le DAX, comme sur la plupart des indices. Encore une fois, dans cette notion de top local, j'ai du mal à imaginer qu'on fasse des nouveaux plus hauts sur cette année 2023. Mais bon, on ne peut pas le savoir, donc il faut rester prudent. Pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus en détail, mes plans, mes scénarios, mes stratégies, je vous invite à venir dans le serveur Discord. Je vous expliquerai tout cela. On va faire un petit point sur les commodities ce matin, juste avant de passer sur les cryptos, je sais que ça vous intéresse, et notamment sur le pétrole. Alors le pétrole sur lequel on a été BE du coup hier, vu ce qu'on avait pris, étant donné qu'on avait pris des profits la semaine dernière et qu'on avait donc remonté notre stop loss à notre prix d'entrée, la position a donc été clôturée et je ne suis pas re-rentré en short, contrairement à ce que je vous disais hier où je réfléchissais potentiellement à me repositionner à la vente, je ne l'ai pas fait. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Et bien tout simplement puisque l'OPEP va probablement, très probablement, suspendre, en tout cas réduire sa production de pétrole à 1 million de barils par jour. C'est ce qu'ils ont annoncé via le Wall Street Journal hier. Donc, au vu des tensions en fait sur le marché pétrolier, notamment dû à ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, eh bien l'OPEP va réduire sa production. Et donc vous savez que c'était un petit peu le problème actuellement, c'est ce que je vous expliquais depuis un moment, c'est qu'en fait on était excédentaire puisqu'on avait une offre qui était trop importante par rapport à la demande. Sachant qu'en plus, la Russie et l'Arabie Saoudite, je vous l'ai déjà expliqué plein de fois, mais avaient suspendu jusqu'à maintenant leur production. Donc je pense que l'OPEP anticipe une reprise de la production de pétrole du côté de la Russie et de l'Arabie Saoudite et donc prennent cette mesure pour éviter justement un excédentaire beaucoup trop important qui aurait des conséquences catastrophiques sur le pétrole. Et donc cette data, eh bien, elle a entraîné une hausse du pétrole très logiquement, parce que du coup baisse de la production, donc naturellement le prix s'envole. Donc voilà pourquoi je ne suis pas rentré en short. Sur le gold, pas de changement pour le moment, on est en train de bien ralentir quand même sur les 2050 points. Peut-être un petit peu de short, on verra en fonction de ce que va faire le dollar là vraiment. Si on a un nouveau rejet du dollar sur ce niveau, et bien évidemment on ne va pas essayer de short le gold. Par contre, si on a une réintégration des 103.2, potentiellement, il y aura un petit short à aller chercher sur l'or. Donc, je vous tiendrai évidemment au courant tout au long de la journée. Voilà, on va pouvoir désormais passer au marché crypto, les amis. Je sais que vous attendez ça depuis le début de la vidéo, mais je voulais vraiment vous faire ce gros point d'un point de vue macroéconomique fondamental, parce qu'en plus de ça, ça va avoir des liens, ça va avoir un impact sur le marché crypto aussi, bien évidemment. Alors, ce marché crypto, pour le moment, il est plutôt dans le rouge, avec un Bitcoin qui repasse donc sous les 38 000 $, Ether qui repasse sous les 2050 $, et majoritairement une grosse partie des alts qui repassent dans le rouge, même si certains s'en sortent bien. On pense notamment à IOTA ou encore INJ.
Alors, vous êtes très nombreux à me poser des questions par rapport au IOTA. C'est simple, ils ont annoncé la mise en place d'une entité numérique extraordinaire à Abu Dhabi avec un investissement de 100 millions d'euros, je crois, 100 millions de dollars. Et directement, le prix est reparti à la hausse. Donc, c'est une bonne nouvelle, ça reste une news centralisée, mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour IOTA. C'est vrai que c'est un écosystème dont on entendait moins parler ces derniers temps et au final qui commence à se réveiller. Alors, notre fameux Bitcoin, bon, moi je considère que ça y est, on a eu notre top local, pardon, Bitcoin qui échoue une nouvelle fois sur la zone des 38 000 dollars, 38 200 dollars. Alors certains vont me dire, oui, mais regarde, on a quand même des hauts de plus en plus hauts. Oui, des mèches de plus en plus hautes. Si vous voulez, à part ici, on a réussi à faire absolument aucune clôture au-dessus des 38 200 dollars. Il y a absolument ici aucune clôture à part cette bougie qui est en fait invalidée par l'englobante baissière qu'on a eu directement après. Donc pour le moment, on échoue encore sur cette zone des 38 200 dollars. On a vraiment un niveau de résistance hyper important. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait? Eh bien, ça veut dire qu'on a des whales qui ont des positions défensives très solides parce qu'en fait, quand vous avez le prix qui s'approche d'une zone de liquidation très importante et qui à chaque fois qu'elle s'approche de cette zone est rejetée, ça veut dire qu'on a des personnes, des whales probablement, avec des positions défensives très fortes et qui empêchent justement le prix d'aller plus haut. Ça montre aussi que malgré qu'on ait une partie du marché qui soit passée haussier, les acheteurs ne sont pas encore suffisamment forts pour être capables de passer cette zone. C'est ce que je vous ai dit hier matin, c'est pas grave. C'est pas grave, dans ce cas-là, on va aller nettoyer à 34, on va aller nettoyer à 32, et puis on reviendra plus fort sur cette résistance pour aller taper plus haut. C'est pas grave, prenons notre temps. Il n'y a pas d'urgence à aller casser cette zone-là. Moi, je préfère voir le marché respirer un petit peu en bas et après repartir de plus belle, plutôt que de là essayer de pousser encore de manière assez laborieuse, parce qu'on va pas se mentir. C'est vraiment laborieux ce que nous fait Bitcoin depuis un moment. On a une accumulation verticale qui est absolument catastrophique. Enfin, catastrophique, non, mais vous voyez ce que je veux dire. Bon, alors pour ceux qui tradent, pour les chartistes, en plus, on a une sorte de, voilà, comment dire, de triangle de compression un petit peu, si vous voulez, là, qui est en train de se mettre en place sur Bitcoin. On a cette zone, cette espèce de triangle de compression. Bon, je le trace à la va-vite, hein, mais c'est pour vous représenter. Avec du coup cette fameuse zone de résistance. Bon, ça aussi, d'un point de vue de chartiste, c'est plutôt baissier. Et puis, je le répète encore une fois, mais toute la liquidité qu'on a à 34 000 dollars, toute la liquidité qu'on a à 32 000 dollars, voilà. Vous rappelez de pourquoi je vous dis ça. De toute façon, c'est vérifiable. Sur l'order book, on a récupéré ce qu'il fallait en haut. Maintenant, il faut aller se tourner vers le bas. Et puis, en plus de ça, on a des acheteurs qui rentrent tardivement dans le marché. Vous voyez l'open interest qui monte, les funding qui ont tendance à vouloir remonter encore comme hier, là, où on a eu plein d'acheteurs. Donc en fait, on a beaucoup plus de longs à squeeze que de short. La majorité des shorts, ils ont été squeeze. Et d'ailleurs, je vous l'ai montré hier matin, hier après-midi, je ne sais plus, avec la map de liquidation. Globalement, la majorité des shorts, en tout cas une bonne partie des shorts, sont sortis du marché. D'accord ? Donc voilà, et puis on a toujours les spots qui continuent de vendre. Donc là, pareil, je fais référence à ce que je vous disais tout à l'heure sur les tradis. On a de la dump monnaie qui achète, qui est optimiste, et on a des spots des institutionnels, des whales qui vendent. Donc mettez-vous du bon côté, Ça, c'est très important, ok ? Donc voilà, pour Bitcoin, mon scénario, c'est toujours le même. C'est toujours celui d'un retour plus bas. D'accord. En une heure, je trouve en plus que le pattern est vraiment propre. On a vraiment quelque chose de clean. Bon, c'est dommage, là, j'aurais bien aimé qu'on fasse le boss, du coup, en plus du MSS. Mais franchement, moi, je suis relativement confiant. Après, attention, c'est pas impossible qu'on vienne chercher un dernier swap des 38 500. C'est pas impossible. Mais globalement, je pense qu'on a notre top local sur BTC. Sur Ether, ça a été un peu décevant. Je vous disais hier matin que potentiellement, au vu de cette réintégration et de ce double bottom, Ether allait sans doute être capable d'aller chercher les 2090 dollars. Oh là là, quelle faiblesse d'Ethereum qui n'a même pas été capable de dépasser les 2070 points et qui au final enchaîne avec un double top pour enchaîner sur un MSS retournement. Donc là, Ether qui est beaucoup trop faible et qui, à part grosse poussée de Bitcoin, ne sera, selon moi, pas capable de repasser plus haut et d'aller chercher le high du début du mois de novembre. Du côté des alts, on a clôturé nos positions longues sur Link, sur XRP, sur le CAS, sur ARB, enfin bref,
tout plein de longs qui avaient été pris, qui se sont merveilleusement bien passés. Hein. Vous voyez qu'on a pris donc nos profits. Et on est toujours du coup en short sur le Solana, en short sur le TIA et en short aussi. Non, c'est tout, pardon. Et par contre, j'allais dire voilà, qu'on commençait potentiellement à réfléchir à longue piste, mais qui n'arrive pas à aller chercher mon prix d'entrée. On revient encore travailler sur ces niveaux-là, mais j'aimerais vraiment une dernière petite poussée baissière, swept les précédents plus bas, venir chercher les 618 de Fibo et ensuite repartir à la hausse. Donc ça, c'est vraiment un setup qui me plaît bien. Pour moi, c'est un token qui a beaucoup de potentiel, qui peut facilement faire un x2 enfin, attention, quand je vous dis ça, je n'ai pas envie de dire ça, mais qui peut potentiellement aller chercher un bon x2 dans les prochaines semaines. D'ailleurs, ce n'est pas le seul. Je vous ai partagé plein d'autres tokens qui ont des configurations en weekly super intéressantes qui vont potentiellement aller chercher du x2 assez rapidement dans les prochaines semaines. Je pense à Atom, je pense potentiellement à UOS, je pense potentiellement au FET, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir ça dans le serveur Discord. Je vous ai détaillé et expliqué un petit peu quand est-ce que vous pouviez vous positionner pour justement optimiser votre entrée et aller chercher des rendements intéressants. Mais voilà. On attend, on patiente et on suit tout simplement le plan. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le marché crypto. Globalement, pas de grand changement. Hein. On suit les directives, on suit les plans, on suit ce qu'on a mis en place jusqu'à maintenant. Donc pas de surprise, j'ai envie de vous dire, de ce point de vue-là. On va rester attentif à ce qui va se passer cet après-midi d'un point de vue macro parce que ça peut avoir un peu d'impact sur Bitcoin, évidemment. De toute façon, on suivra les résultats de cet après-midi en direct tous ensemble à partir de 14h15 en live sur Twitch et sur TikTok comme d'habitude, d'accord. Et ce soir, rappelez-vous, pour les membres premium du Discord, on aura la 5e séance de préparation bull run, d'accord. Donc soyez présents pour ceux qui font partie du service premium et pour ceux qui veulent rejoindre, eh bien c'est avec grand plaisir. Voilà les amis, je pense qu'on arrive au terme de la vidéo. J'espère vous avoir partagé tout ce que j'avais à vous dire ce matin. Il y avait beaucoup de choses que je voulais vous partager. Donc j'espère que j'ai pensé à tout. Si jamais j'ai oublié des petites choses, de toute façon, je vous ai partagé énormément de contenu dans le Discord ce matin. Il y a plein de trucs à aller voir. Il y a plein de choses à aller lire, des articles, des graphes à étudier. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis de toute façon, si vraiment j'ai oublié des trucs importants, je pourrais vous en faire part cet après-midi durant le live. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, à nous rejoindre sur le serveur Discord et surtout à liker cette vidéo si elle vous a plu. Si vous avez des questions, des remarques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les faire dans les commentaires, d'accord, ou même dans le serveur Discord. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup de m'avoir écouté et de m'avoir regardé. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.